Bonsoir et bienvenue à cette deuxième séance du cycle Sciences de l'Université permanente, coordonnée par la revue Progressiste. Donc ce soir, nous accueillons Frank Jedrzejewski, mathématicien, philosophe, musicologue et chercheur au CEA, qui va nous faire donc une présentation autour de l'histoire de la mesure et de ses instruments. Merci Simon. Je voudrais commencer traditionnellement, comme toujours, par remercier les gens qui ont bien voulu m'inviter. Et voilà, Yvan Lavallée, Simon, tous les gens que j'ai eus par mail qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Ce soir, je vais vous parler d'une petite histoire de la mesure. La mesure a une histoire très très compliquée. Et je vais vous brosser un petit peu les grandes lignes, disons. Je vais commencer par un tableau d'un certain Arnaud Arnaud. Encore. Un certain Arnaud Arnaud qui est peintre, et ce tableau, qui est un très très grand tableau, qui fait plus de 2 mètres sur près de 3 mètres, qui se trouve à Toulouse, et bien au musée des Augustins. Et ce tableau, vous voyez les 4 fonctions du capitoulat toulousain. Le capitoulat toulousain, c'est une espèce d'organisation autour du consistoire qui était une espèce de conseil municipal. Et ça a duré à peu près de 1100 et quelques jusqu'à la Révolution, 1789. Et Arnaud Arnaud a peint les 4 fonctions du capitoulat toulousain. Et ces 4 fonctions du capitoulat toulousain, vous voyez qu'elles sont... elles entourent différents instruments différentes unités de mesure pour mesurer les grains. Mais vous voyez aussi sur la fonction qui est complètement à droite, il y a une femme qui tient une toise et une équerre. Et puis évidemment, vous avez complètement à gauche une femme qui tient une épée et une balance. Alors cette femme, elle représente la justice. Et voilà. Donc la femme qui tient l'espèce d'église a pour fonction de représenter tout ce qui concerne l'hôpital et la santé. Donc ces 4 fonctions, eh bien, quelle que soit l'idée qu'on pouvait se faire de ce capitoulat toulousain, finalement, elle s'ordonne autour des poids et mesures. Et on va voir un petit peu comment ces poids et mesures se sont organisés au fil des années. Donc, je partirai de cette phrase de Protagoras qui dit que l'homme est la mesure de toute chose. La phrase complète, en fait, la citation complète, c'est « L'homme est la mesure de toute chose, de celles qui sont, du fait qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas, du fait qu'elles ne sont pas ». Et cette citation, elle a été longuement commentée, et Platon s'opposait un petit peu à ce discours sophiste, et puisque finalement, si l'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité universelle. Et s'il n'y a pas de vérité universelle, bien, pour Platon, c'était un petit peu gênant, et pour lui, il fallait qu'il y ait des vérités objectives, et que ces vérités objectives, eh bien, elles étaient, entre autres, au fondement de la science. Et c'est bien la science, on va le voir, qui va finalement empocher la partie dans la bataille de ces mesures. Et dans le vocabulaire des mesures, dans les anciennes mesures, ce que j'appelle les mesures prémétriques, eh bien, vous retrouvez tout un tas de références à l'homme. La coudée, par exemple, qui est la longueur du coude à l'index,
sert à comme unité. L'empan, la palme, le pied, toutes ces choses-là, le pouce, toutes ces choses-là se réfèrent aux dimensions de l'homme. Et ces dimensions de l'homme, eh bien, elles sont très souvent au centre des mesures, principalement au centre des mesures de longueur, pas tellement au niveau des mesures de masse. Et puis vous avez des créations d'objets hybrides, des objets hybrides comme le coteau qu'on trouve en Espagne et qui est le point fermé surmonté du pouce. Donc ce que les gens mesurent par exemple pour mesurer des draps, des étoffes de différentes natures. Et puis il y a des créations hybrides, par exemple en russe vous trouvez l'empan avec doigt, ou bien en polonais la coudée avec phalange. Et toutes ces mesures anciennes, on les retrouve souvent dans des vestiges, on passe à côté, par exemple, il y a le duodénum qui est une partie de l'intestin grêle, qui en fait il a été nommé ainsi parce que duodénum, c'est la duodénum digitorum qui veut dire de 12 doigts de long. Et voilà, je cite aussi le pifomètre, qui est une espèce d'intuition mesurée. Et puis, voilà. Et lorsque le corps ne suffit plus pour mesurer, eh bien, on passe à d'autres choses. Et dans l'Europe du Moyen-Âge, on passe au trait d'arbalète. Et on passe, par exemple, à la portée de voix, qui s'appelle la jupée. Ça n'a pas de rapport avec des personnages connus, voilà, qui n'existaient pas encore. L'origine de la mesure, elle se perd un petit peu à la fois dans les rythmes et dans les mythes. Ici, vous avez des os qui ont été retrouvés en RDC, qui datent à peu près de 20 000 ans. Et ces os, ils sont incisés. Ce sont des incisions qui ont été faites intentionnellement. Et le rythme fait que l'incision se répète régulièrement. Et on pense que il y a une espèce de connivence mystique un peu dans cette façon d'appréhender le rythme et la mesure. Donc on trouve dans l'art pariétal, les exemples de séries d'encoches comme ça sont assez nombreux. Et il y a tout un tas de légendes, en particulier en Chine, la légende des lius. Le liu, c'est un espèce de bambou, et en fait, il y a toute une histoire qui raconte que il fallait construire des petits cylindres pour fabriquer du son, et l'empereur chinois, le premier empereur chinois, a dépêché son ministre pour construire ces bambous et pour fabriquer les 12 notes de la gamme. Et la longueur de ces bambous, eh bien, ce sont aussi des longueurs qui sont calibrées et qui correspondent à certaines mesures. Et en Chine, on va retrouver cette espèce de correspondance qu'on trouve dans tous les systèmes, entre les systèmes de musique, les fréquences, les longueurs, etc. Alors, quand on regarde toute l'histoire de la mesure, on peut déceler 3 âges fondamentaux, quoi. Il y a l'âge féodal, l'âge économique et l'âge de la science. L'âge féodal, eh bien, ce sont les seigneurs qui possèdent la mesure, et ils profitent de l'instabilité des étalons, soit pour prélever plus d'impôts, soit pour dominer leurs rivaux,
voilà, certaines villes peuvent imposer des mesures à leurs voisines, et on va quand même trouver dans les textes de loi beaucoup d'appels à ce que les mesures soient justes, égales, etc. Mais pendant tout le Moyen-Âge, on a une instabilité complète des mesures. Et on n'a pas de mesure, on ne se réfère pas non plus à un système de mesures commun, c'est-à-dire qu'après va apparaître le mètre, etc. Mais au Moyen-Âge, ces mesures-là n'existent pas du tout. Donc on a un ensemble de mesures prémétriques. Bien sûr, le pied divisé en 12 pouces, etc. Et le pouce divisé en 12 lignes, c'est quelque chose qui est pratiquement présent dans toute l'Europe, mais c'est quelque chose qui est assez instable quand on regarde la valeur numérique de l'équivalent métrique de ces pieds et de ces pouces. Donc ensuite, il y a l'âge économique qui est pas nécessairement quelque chose qui est... c'est pas trois âges qui se succèdent dans le temps, parce que en fait l'âge économique et le colonialisme, c'est quelque chose qui peut être à cheval sur la période féodale. Ça se produit avant 1789 et ça se produit après 1789. Donc 1789 qui est l'époque de la Révolution où on peut dire les choses vont basculer, il va y avoir l'avènement du maître, etc. Non, il y a un certain flottement et évidemment le colonialisme va faire que des pays vont imposer des mesures à d'autres. En particulier, on va avoir en Inde, par exemple, l'administration britannique qui va complètement prendre en main certains systèmes de mesures indiens. Et ces systèmes de mesures en Inde, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de dialectes locaux. Chacun a son propre système de mesure. D'une ville à une autre, ça peut varier, mais les unités elles-mêmes peuvent varier. Et le nom des unités peuvent varier. Et donc, ça crée une situation où l'administration britannique, elle, ne veut voir qu'une seule tête, donc elle impose que telle mesure locale, ce sera équivalent au yard ou à je ne sais quoi, mais elle va complètement tordre le cou pour ses besoins propres à toute cette richesse métrologique prémétrique. Et il y a aussi ce qui va faire que les choses vont changer, c'est qu'il y a énormément d'échanges commerciaux qui vont se passer, par exemple aux foires commerciales à Provins, mais aussi à Venise, où il y a énormément d'échanges commerciaux. Et ces échanges commerciaux, ils font qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la transaction. Et il y a énormément de manuels qui ont été écrits à ces époques-là où on va trouver des équivalents entre telle mesure et telle mesure. Ce qui fait que les gens qui se sont intéressés à la métrologie ont essayé aussi d'utiliser ces équivalents qui avaient été posés et ont surenrichi en fait tous les équivalents métriques qu'on pouvait avoir, ce qui fait que parfois on a parlé de chaos métrologique. Mais je vais essayer de montrer que ce chaos métrologique, il existe sans exister. Je vais m'expliquer là-dessus un petit peu plus loin. Donc, voilà, par exemple aussi, j'ai pas cité, mais je l'ai marqué là, l'Espagne et le Portugal, évidemment, lorsqu'ils arrivent en Amérique latine, eh bien, ils vont imposer leur système de mesure. Mais c'est moins violent que ce que fait l'administration britannique en Inde, mais quand même, les mesures espagnoles ou portugaises vont se répandre en Amérique latine. Et quand on regarde l'histoire de ces mesures aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de mesures qui viennent d'Espagne ou du Portugal. Et puis, à la Révolution française, le pouvoir métrologique change de main. C'est véritablement la science
qui prend le pouvoir des mesures. C'est plus du tout alors que pendant la période féodale, on avait des seigneuries locales qui prenaient le contrôle des mesures. Là, à la Révolution française, c'est terminé et on lance aussi le grand slogan à tous les peuples pour tous les temps, c'est la création du système métrique avec la création du mètre qu'on veut universel, international et éternel. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, ce système métrique qui a subi tout un tas de mutations, eh bien, il n'est pas complètement international puisque on est confronté assez souvent, même dans la science, à ce que les anglo-saxons utilisent des unités que nous n'utilisons pas. Bien, et puis aujourd'hui, cette année, depuis le 20 mai 2019, il y a eu, je dirais, une grande révolution. J'essaierai d'expliquer un petit peu ça. C'est que on a défini toutes les grandes unités du système international en référence à des constantes de la physique. Des constantes universelles, ce qui fait que on l'avait déjà pour certaines unités comme le mètre ou la seconde, mais là on a généralisé et toutes les grandes unités sont calées sur des constantes universelles, ce qui fait que le mètre, si on prend à la lettre sa définition, pour un charpentier ou un maçon, le mètre ne veut plus rien dire, puisqu'il est défini par quelque chose qui matériellement ne représente, ça représente quelque chose, mais pour le maçon, malheureusement, ça ne représente plus rien. Donc voilà, alors c'est aussi lié aux besoins de précision qu'on peut avoir sur des mesures, mais il faut quand même, quand on se figure un mètre étalon en platine iridiée comme on le faisait, c'était quelque chose qui parlait à tout le monde. 1 kilogramme, c'est pareil, quand on le voyait dans son bocal, on comprenait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bien, alors je vous disais que en fait, les souverains appelaient très souvent à l'unification des poids et mesures. Et quand on regarde un petit peu tous les textes de loi, on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de réformes métriques qui toutes allaient un petit peu dans le même sens, mais elles n'ont jamais été appliquées jusqu'au bout, et ce qui créait toujours des problèmes, puisque les seigneuries entre elles se bataillaient, et donc chacun voulait dominer l'autre. Et on a dans les premiers textes, si on regarde les capitulaires des rois de France, on va trouver des textes en latin qui sont les premiers textes qu'on a sur le Moyen Âge qui veulent réguler ces poids et mesures. Et Charlemagne, lui, il a créé une grande réforme, et il a créé les missi dominici, et dans la mission de ces missi dominici était aussi de vérifier les mesures. Il a même créé l'institution du roi des merciers, qui est une institution qui a vécu jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et il y a eu comme ça tout un tas d'institutions qui ont été créées. Louis le Gros, là je cite, qui crée la charge des prévôts et marchands et celle des échevins de la ville de Paris. Et à chaque fois, il y a des textes qu'on a autour de ça. Et on a aussi des textes qui disent qu'il faut que les gens créent des étalons et que ces étalons soient gardés en lieu sûr, puisque c'était la norme. Il fallait comparer le mètre à quelque chose. Maintenant, les définitions, elles sont si universelles que vous n'avez plus besoin de comparer votre mètre. Le mètre, il est défini, chaque laboratoire peut reconstituer son propre mètre parce qu'il y a une définition générale, technique. Voilà. Mais là, il fallait créer des étalons et garder ces étalons. Donc après, au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle, c'était le prévôt de Paris qui gardait ces étalons. Et ensuite, il fallait aussi organiser
la diffusion pour que les seigneurs qui avaient des mesures les donnent à leurs vassaux et ensuite que les vassaux rediffusent les mesures aux hommes. Et là, je cite une ordonnance de Henri II. Donc Henri II, fils de François Ier, il dit Henri II veut que tous, princes, prélats, ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons, châtelains et autres ayant droit de poids et mesure, soit de blé et autres grains, vin, sel, huile et autres marchandises, réduisent en ajustant ou diminuant à un seul poids et mesure qui seront dits nommés et appelés par tout notre royaume et pays de notre obéissance le poids et mesure du roi. Et ça va donner lieu à des mesures dites du roi qui vont s'imposer en France, et on va avoir par exemple le pied de roi ou du roi qui va être utilisé et souvent comparé. Donc je disais, en Europe, il y a un système que certains ont appelé le système piédique, qui vient du système romain, dans lequel le pied est divisé en 12 pouces, et chaque pouce est divisé en 12 lignes. C'est quelque chose qu'on va trouver à peu près partout en Europe, sauf en Lorraine, où on va trouver parfois la même division, mais une division décimale. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en Chine, où on n'a pas... Ce que je veux dire, c'est que le système piédique, c'est un système qu'on appelle duodécimal, c'est-à-dire de base 12. Les unités s'enchaînent les unes aux autres par un facteur 12. Et en Chine, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas, où la Chine avait adopté très tôt un système de base 10. Et tous les pays un petit peu sous l'influence chinoise ont adopté ce système de base 10. Et par le biais de la colonisation, on trouve aussi en Amérique latine ce système du pied divisé en 12 pouces. Et il y a quand même dans ce système, ici en bas dans le tableau, vous pouvez voir toutes les mesures françaises qui étaient utilisées, les plus courantes. Donc le pied divisé en 12 pouces qui est divisé en 12 lignes, et la ligne qui est divisée elle-même en 12 points. Et vous avez par exemple l'aune, et c'est là où ça crée des problèmes, c'est que l'aune et le pied, ça ne mesure pas du tout la même chose. L'aune, ça mesure des draps, des étoffes. Le pied, c'est pour les maçons, pour les charpentiers, pour des problèmes complètement différents. Ce qui fait que, assez souvent, on a essayé de relier l'aune à ce système piédique. Ce qui fait qu'on va la définir comme 2 fois et demi, 3 pieds, etc. Donc, ce qui crée des équivalences qui fondamentalement n'existent pas. Et si on veut véritablement comprendre la métrologie historique, moi je pense qu'il faut essayer de comprendre comment s'articulent les unités entre elles. Et s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. C'est pas la peine d'essayer d'en créer ou d'en surajouter. Par exemple, la brasse, elle n'est pas toujours de 5 pieds. On se demande si s'il faut vraiment la relier au système piédique. Et puis au-delà, eh bien, les problèmes comme la lieue, c'est quelque chose qui est assez difficile de relier la lieue, surtout, je vais vous montrer qu'elle a une origine un peu particulière, de la relier au système piédique. Mais dans certains textes, on trouve dans les us et coutumes de Bourgogne, par exemple, que la lieue, elle est définie comme 50 portées. Mais pour les ouvriers et les gens qui travaillent la terre, très souvent, l'unité, elle se réfère
soit à l'outil, par exemple comme l'arpent, l'ouvret, la fouet, la fossorée, ou bien la quantité de travail, le journal, l'omé, la fauchée, c'est-à-dire le journal, très souvent on trouve comme définition que c'est la surface de terre qu'un homme est capable de travailler en une journée. Ou bien ça se réfère à l'ensemencement, c'est-à-dire que vous avez une donnée comme le bonnier, la bicheret, la cétérée, etc. C'est des unités qui vont se référer à la quantité de grains qui va vous être nécessaire pour ensemencer une certaine surface. Et c'est en fait une quantité de grains, vous voyez, qui est une mesure de capacité qui va en réalité mesurer une surface. Et puis aussi, parfois, ça se réfère à l'impôt, puisque dans le système féodal, eh bien, les seigneurs collectaient directement l'impôt. Voilà. Donc la mesure des terres, eh bien, c'est quelque chose de très ancien qui, en Europe, vient aussi du système romain. Et ici, par exemple, vous avez le système romain cadastrait de manière très géométrique les surfaces. L'armée romaine aussi avait un système de centuriation comme ça. Et ici, vous voyez en haut à gauche le cadastre d'Orange, qui à l'époque ne s'appelait pas Orange. Et vous voyez ces lignes parallèles et ces carrés qui sont absolument très réguliers. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'alieu. L'alieu, c'est une des rares unités qui vient des Gaulois. Et on a une table qu'on appelle la table de Pöttingen. Et dans cette table, eh bien, il y a certaines mesures de longueur qui sont données en lieues gauloises. Et pour mesurer ces systèmes, ces longueurs, eh bien, il y avait en Chine, par exemple, on dit que sous la dynastie, enfin on a des représentations sous la dynastie des Han. Donc la dynastie des Han, ça va à peu près de moins 200 avant Jésus-Christ à plus 200 après Jésus-Christ. Et les Han, eux, avaient un système de mesure des terres qui était un chariot odomètre. Donc il suffisait de rouler pour savoir quelle distance on avait parcouru. Et ici en bas, vous avez une petite gravure, un petit dessin de Léonard de Vinci où en fait il avait inventé l'odomètre. À droite, vous avez un odomètre récent. Alors évidemment, pour mesurer toutes ces terres, et la question va être cruciale parce que qu'est-ce qui va se passer? On va définir le mètre comme une mesure d'un arc de méridien. Donc il faut être capable de faire des mesures sur la Terre, parce qu'on voulait une mesure universelle, et cette mesure universelle, eh bien, quoi de plus naturel que de la fixer par rapport à la mesure de la Terre. Sauf que la Terre, elle n'est pas vraiment ronde, etc., et ça a créé tout un tas de problèmes, je vais vous en parler. Et en plus, pour mesurer ces choses, pour mesurer une distance entre deux villes, eh bien, les mathématiciens avaient inventé un espèce de système qui limitait les erreurs qu'on appelait la triangulation. Et on triangulait la carte et on prenait des mesures comme ça pour permettre d'éviter la propagation d'erreurs entre deux points. Mais il fallait aussi être capable de mesurer les angles. Et la mesure des angles, c'est quelque chose qui, du point de vue de la métrologie historique, a été, je crois, un petit peu ignoré, parce que sur les milliers de papiers que j'ai vus, il y en a très peu qui parlent de la mesure des angles. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et c'est grâce à l'amélioration de la mesure des angles que la technique s'est améliorée pour mesurer l'arc de méridien. Donc ici, je vais pas en rentrer dans les détails, mais
Et il y a un ingénieur qui s'appelait Philippe Danfry qui a inventé différents systèmes. Et ici, on présente le graphomètre. Ici, le trigomètre, qui est un instrument assez rare qu'on trouve, par exemple, à l'Observatoire de Marseille, celui-ci. Et voilà, une fois si on avait su véritablement mesurer les angles, on aurait certainement fait beaucoup moins d'erreurs. Alors la mesure de la méridienne, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de la métrologie, mais en réalité, ça ne vient que, vous allez voir, ça ne vient que très tardivement. Ça ne vient que très tardivement parce qu'au début, les gens voulaient faire des mesures terrestres, des mesures géodésiques, comme on dit, mais c'était soit pour faire des cartes, parce que les cartes n'étaient pas précises, elles n'étaient pas à l'échelle, soit on voulait débattre d'une question, de savoir si la Terre, elle était vraiment sphérique. Et on pensait qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient. On était quasiment sûr que la Terre n'était pas sphérique, mais il y en avait qui pensaient qu'elle était aplatie à l'équateur, un peu comme un citron. Et puis il y en avait d'autres qui pensaient qu'elle était aplatie au pôle, un peu comme une pomme. Et les scientifiques voulaient discuter véritablement de cette question. Et il y a eu, vous allez voir, plusieurs dizaines de mesures de méridiennes. Donc la première idée pour la métrologie historique, c'est de dire on va relier une longueur, une unité de longueur fondamentale comme le mètre, à un degré de la Terre. C'est quelque chose qui, en France, apparaît très tardivement, alors qu'en Chine, cette idée-là avait déjà émergé à la fin du VIe siècle. Et au XVIIIe siècle, la Chine, il y avait un Belge qui s'appelait Antoine Thomas, qui était directeur du bureau d'astronomie chinois, et l'empereur de l'époque, ils avaient décidé de fixer une nouvelle détermination du degré du méridien et de définir comme ça la mesure officielle chinoise, le li, dont je vous ai parlé un petit peu à propos des lius, voilà, en référence à la longueur du méridien. Donc il s'agissait de... Et ça, c'est quelque chose qui arrive en 1702 en Chine, alors qu'en France, on a la même chose, mais avec la mesure de Delambre et Méchain, mais ça n'arrive qu'en 1792, donc 90 ans après. Donc ce que moi, on m'a raconté quand j'étais à l'école primaire, qu'il y avait deux choses fondamentales dans le système métrique, c'était qu'on avait un système décimal et on avait pour la première fois fixé la référence du mètre par rapport au méridien. C'est quelque chose qui n'était pas spécifique à la France, mais c'est quelque chose qui existait déjà en Chine. Et donc la première idée en France de définir une mesure, ça a été l'abbé Picard, qui lui a proposé... alors l'abbé Picard, il proposait donc de définir une mesure fixe et universelle. Et il avait même fondé tout un... Il propose ceci, je vais vous lire un court extrait. Il dit... donc la longueur d'un pendule à seconde de temps moyen pourrait être appelée du nom de rayon astronomique dont le tiers ferait le pied universel. Et à partir de ce rayon astronomique, il va définir toutes les unités. Le double du rayon astronomique ferait la toise universelle qui serait à celle de Paris comme 881 à 864. On pourra ainsi prendre le quadruple du rayon astronomique pour faire la perche universelle égale à la longueur d'un pendule à 2 secondes. Ainsi, le 1000 universel contiendrait 1000 perches. Donc l'abbé Picard avait des idées non seulement sur le fait qu'il fallait
définir une mesure fixe et universelle, mais en plus il organisait, un peu artificiellement, mais la Révolution française fera ça aussi, hein, puisque elle va nous imposer un mètre, des centimètres, etc., alors que c'était pas du tout l'usage courant, parce que l'usage courant, je vous l'ai montré, c'était le pied et sa division en pouces. Bien, donc ça c'est les premières choses, et l'abbé Picard, lui, il va faire une mesure de la méridienne. Alors voilà en haut à gauche l'abbé Picard, les instruments dont il se sert pour faire la mesure de la Terre en 1671 et 1672. Et il va faire des mesures, mais les premières mesures ont été faites non pas du tout en fonction de ce qu'il voulait, c'est-à-dire définir des unités relativement au méridien, mais il voulait, à l'époque, il s'agissait de faire des cartes plus précises. Donc il y a eu plusieurs cartes. Voilà, ici à droite, vous voyez la carte qu'on appelle de David Vivier, parce que c'est une carte qui avait été commandée, et je crois que j'en ai une autre. Voilà, c'est la carte de La Hire, Philippe de La Hire, dont Colbert l'avait chargé de fabriquer une carte à l'échelle. Et pour faire ça, il fallait se rendre sur place et puis faire les mesures, savoir exactement quelle était la latitude et la longitude du point où on était. Donc évidemment, toutes ces choses-là, eh bien, elles nécessitaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de connaître parfaitement et d'être capable de mesurer des angles, d'où les instruments que je présente sur le côté. Et en haut, vous voyez Jean-Dominique Cassini. Alors, les Cassini, il y en a plusieurs, et, ce qui fait qu'on les numérote. Donc, Giovanni Domenico Cassini, on dit que c'est Cassini Ier. Et c'est lui qui, en fait, va décider, il va argumenter le fait que la sphère, la Terre n'est pas une sphère, mais a plutôt l'allure d'un citron, hein, qu'elle est aplatie à l'équateur. Et tous les cassiniens vont essayer de défendre ça, et il va y avoir une véritable bataille parce que les newtoniens, Newton, Huygens, tous les d'autres savants de l'époque, eux étaient persuadés que la Terre était aplatie au pôle. Et alors cette histoire de méridienne, ça s'est produit. On a fait aussi une mesure. Les Hollandais ont fait une mesure. Et Wilbord Snell, qui est célèbre surtout parce qu'il intervient dans des lois de réfraction d'optique, eh bien, il a été à l'origine d'une mesure qui a été effectuée en Hollande. Et vous voyez le système de triangulation qui avait été conçu pour faire cette mesure. Okay. Et donc, pour essayer d'éclaircir un peu ce problème, eh bien, il y a donc Cassini qui veut faire des mesures et les newtoniens de leur côté qui veulent faire des mesures, et Maupertuis, que vous voyez en haut à gauche, qui est convaincu, lui, du bien fondé des théories de Newton, lui aussi veut faire des mesures, et l'Académie décide de faire une mesure. Alors on va faire une mesure d'abord en Laponie. Vous avez la triangulation à droite et le rapport de Maupertuis où il établit que, eh bien,
il a mesuré 57 438 toises, ce qui représente à peu près 111,9 km. La valeur à peu près exacte est 111,3. Et on va discuter pour quelques toises, quoi. Et cette mesure de Laponie, eh bien, elle va être complétée par une autre mesure, qui est la mesure qui a été faite au Pérou. Et il va y avoir donc la mesure au Pérou, elle est décidée en 1736. Et elle, c'est une expédition qui va durer longtemps, puisqu'elle dure 8 années. Et entre-temps, en 1738, eh bien, on décide de faire la première mesure de la méridienne. Et donc, on refait les mesures parce que les Cassiniens considèrent que les mesures sont fausses. On refait les mesures et on trouve finalement un résultat qui est peut-être un petit peu plus précis, mais il ne permet pas toujours de résoudre ce problème de la rotondité de la Terre. Et on en sait à l'époque toujours rien. Et l'expédition au Pérou, elle, donc je vous l'ai dit, elle dure 8 années. Et elle confirmait le fait que la Terre était aplatie au pôle. Et enfin, donc 1792, là, on va faire la première mesure de la méridienne qu'on va rattacher au mètre. Alors, déjà, il faut voir que la trigonométrie a fait énormément de progrès et que quand on a une sphère et que sur cette sphère, on prend un disque et on regarde ce que représente 1 degré de méridien, donc le disque fait 360 degrés, vous regardez ce que ça fait 1 degré de méridien, c'est juste le petit arc de cercle qui mesure ce degré. Sur une sphère, c'est relativement simple, mais lorsque la Terre est un ellipsoïde, les formules se compliquent. Et comme la trigonométrie avait avancé, on pouvait avoir de meilleures approximations, de meilleures formules et finalement trouver une meilleure approximation de cette mesure. Et donc voilà, donc il y a eu toute cette histoire de la méridienne qui finalement permet de montrer deux choses. La première, c'est que la Terre est aplatie au pôle, et ensuite on va fixer donc la mesure du mètre relativement au méridien terrestre. Alors pour faire ces mesures, eh bien évidemment on n'employait pas le mètre, on employait des toises, et les toises c'était pas toutes les mêmes. Alors il y avait déjà une toise qui était exposée comme étalon, et elle était exposée dans le mur du Grand Châtelet à Paris pour défendre les îles. Il y avait deux châtelets. Aujourd'hui, ils ont disparu, mais vous voyez cette forteresse-là qu'on appelle le Grand Châtelet, qui défendait le nord, et puis il y avait un petit châtelet qui défendait le sud. Et dans le mur du Grand Châtelet, il y avait ce qu'on appelle la toise du Châtelet, qui était exposée là. Vous l'avez sur la gravure, ça correspond à ce que vous montre la flèche rouge. Déjà, on avait une notion d'exposer des étalons. Et cette exposition des étalons, quand le mètre a été créé, eh bien, on l'a... Voilà, par exemple ici, rue de Vaugirard, vous l'avez toujours. Vous pouvez presque en face le Sénat. Je crois que c'est au 36 de la rue Vaugirard. Vous pouvez voir le mètre étalon.
Et il y avait tout un tas d'étalons comme ça qu'on créait. Et bien sûr, dans les campagnes, il fallait recréer des étalons. Et pour éviter les discussions sur les marchés, etc., il y avait ce qu'on appelle des mesures de pierre, ce que vous voyez en bas, tout en bas. Et puis, il y avait aussi le fameux mètre étalon en platine iridée que vous avez en bas à droite. Et puis, il y avait il fallait mesurer plein de choses et il n'y avait pas que des longueurs, il fallait aussi mesurer des masses. Et pour mesurer des masses, on savait le faire depuis très longtemps parce que la balance romaine existait depuis très longtemps. Et il y a eu aussi l'invention de Robert Wald qui a inversé les plateaux. Avant, les plateaux, comme je vous l'ai montré sur la figure le tableau d'Arnaud Arnaud, les plateaux sont suspendus. Là, il le renverse. Et les plateaux sont... Il y avait aussi d'autres balances, par exemple des ponts à bascule pour peser les grands chariots, et puis aussi la balance de Trévoux. La balance de Trévoux qu'on voit là, c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, mais je me souviens en avoir vu. Et d'ailleurs, cette société lyonnaise qui avait été créée au XIXe siècle, elle est devenue célèbre. Elle est devenue célèbre parce qu'elle a été plusieurs fois rachetée. C'est Joseph Béranger qui l'avait créée. Et à la Libération, en 1945, la société avait des difficultés financières. Elle a été reprise par le groupe Schneider. Et puis après, c'est la société Testu qui l'a repris. Et en 1988, c'est un dénommé Bernard Tapie qui l'a racheté pour un franc symbolique. Et la société a fermé définitivement. Voilà l'histoire de cette société Trévoux et de ses mutations. Et alors dans les villes, on l'en voit encore aujourd'hui, il y avait des poids publics. Le poids public, eh bien, c'est là où les gens venaient pour comparer leur poids, et il y avait une personne assermentée qui vous délivrait un certificat, comme celui-ci, où vous saviez combien pesait la marchandise que vous aviez. Et puis une histoire aussi rigolote sur le thermomètre, c'est que le thermomètre, en réalité, on a assez rapidement fixé le thermomètre par rapport au 0 degré et au 100 degrés par rapport à l'eau. Donc le 0 degré, aujourd'hui, c'est le moment où la glace se forme, alors que le 100 degrés, c'est l'ébullition. Et quand Celsius a inventé son thermomètre, c'était l'inverse. Et Fahrenheit, lui, il ne le calait pas du tout au début sur l'eau, mais il le calait sur la température d'un cheval, donc à peu près 35 degrés. Donc je vais passer un petit peu sur cette histoire de thermomètre parce que j'ai pas tellement le temps. Et une chose aussi assez cocasse, c'est que à la Révolution, le système décimal était considéré comme un système vraiment universel parce que c'est très simple. On peut multiplier facilement par 10, 100, 1000, diviser, on positionne la virgule, etc. C'est beaucoup plus facile que multiplier ou diviser par 12. Et on a créé l'heure décimale. Et il y a eu des montres, là j'en ai pris quelques-unes, des montres qui vous donnaient l'heure, une heure décimale. Sur le calendrier, évidemment, la mesure, très souvent, c'était pas quelque chose qui se référait au fait que ce soit du haut décimal, parce que les cycles lunaires, etc., c'est plutôt de 20 jours. Et ça, c'est un des premiers calendriers qu'on a trouvé en France, qu'on appelle le calendrier de Coligny, parce que c'est la bourgade où on l'a trouvé, et qui est un calendrier gaulois, on connaît quelques noms de mois gaulois. Le calendrier du collège de pataphysique,
qui a été inventé par Alfred Jarry et le calendrier républicain qui lui a aussi duré un certain temps. Alors évidemment, quand on regarde tout ça, le calendrier très souvent c'est des bases 20, c'est pas du tout des bases duodécimales. Et quand je me suis intéressé à la mesure, j'étais persuadé qu'il y avait sans doute des structures qui régissaient les systèmes prémétriques. Et c'était ces structures qui m'intéressaient plus que de savoir quel était leur équivalent métrique. Et donc, quand j'ai commencé à regarder les systèmes, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de systèmes duodécimales, mais ça, c'est normal, on comprend assez facilement, parce que quand on veut peser des choses, c'est bien d'avoir des multiples de 3, de 4, etc. On le voit dans les petites boîtes, maintenant ça se fait plus, mais avant, il y avait des boîtes avec des petits poids qui permettaient d'ajuster les balances facilement. Et la base 12 était évidemment plus intéressante parce qu'elle avait plus de diviseurs que 10. Et puis, mais par contre, on peut aller voir de ce qu'on connaît de la Mésopotamie, ou la Mésopotamie, donc, qui remonte à moins 2000 avant Jésus-Christ, le cunéiforme a été déchiffré et on connaît un certain nombre d'unités et on voit que, surtout pour les unités de masse, l'organisation se fait en base sexagésimale, c'est-à-dire en base 60. Donc il compte de 60 en 60. Et bien sûr, pour la mesure du temps, très souvent les systèmes se réfèrent à une base 20. Par exemple, chez les Mayas, vous avez une division que j'ai reportée ici dans le tableau. Vous voyez qu'à peu près toutes les unités s'enchaînent les unes les autres par un facteur 20, sauf le Tun qui est 18 unial, donc c'est la seule exception. Et si on veut regarder, par exemple, là dans le tableau, c'est des unités qu'on trouve chez les Ashanti, en Afrique noire très souvent. Les systèmes métrologiques n'étaient pas très développés, mais par contre, pour tout ce qui était commerce et tout ce qui était mesure des masses, la vente de l'or, etc., les systèmes étaient très développés. Et on trouve des systèmes qui mélangent leur façon de compter et donc qui mélangent à la fois le nombre et la mesure. Et ici, on voit un système, je présente un système où en fait j'ai reconstitué le fait qu'on peut retrouver, vous voyez sur le tableau dans la colonne de droite, on peut retrouver une espèce de subdivision duodécimale. Voilà, alors l'enseignement du système métrique, quand le système métrique est né, on avait tout un tas de panneaux. Et voilà, je voudrais venir aujourd'hui à la création du système international, puisque ce que je disais, c'est que aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Et j'y arrive à la fin. Les choses ont complètement changé, puisqu'on a fixé, vous voyez ici en bas à droite, sur le système international, vous avez toutes les grandes unités qui sont liées à des constantes. Les constantes, vous les avez, elles sont marquées en petit. Il y a H, la constante de Planck, c'est la constante de la lumière, etc. Voilà. Et la technicité est énorme, puisque vous voyez la balance de Kibble à gauche, qui sert maintenant à définir, à mesurer le kilogramme. Voilà. Et quand j'avais travaillé tout ça, j'avais écrit un livre qui s'appelait Histoire universelle de la mesure, qui était une espèce de databook sur toutes les mesures prémétriques. Et le fait qu'on ait décidé de... Et dans ce livre, j'appelais déjà à ce qu'on utilise les constantes universelles pour caler les mesures. Et je suis content qu'aujourd'hui, et c'est ce qui m'a incité à refaire une nouvelle édition qui va paraître en février, où on va... Voilà, on a maintenant un système beaucoup plus rationnel que ce qu'il était et évidemment beaucoup plus précis, quoi. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. On va pouvoir passer, si vous en avez, à des questions. Dans les anciens systèmes pieds, coudées et tout ça, quelle est la référence, la référence absolue, si je puis dire, l'étalon? L'étalon, ouais. Alors, l'étalon, en réalité... Surtout pour le pied, d'ailleurs. Ouais, en réalité, il y en a pas. Et c'est bien ce qui crée tout un tas de problèmes. Et on a essayé de caler... il y a eu des définitions qui se sont succédées... mais on n'a jamais essayé de caler un pied universel. Voilà. Et voilà, ce qui fait que le mètre universel était vraiment quelque chose d'innovant. Parce qu'au musée du Conservatoire des Arts et Métiers, Ouais. il y a des étalons, si je puis dire, mais il y en Oui. a plusieurs. Oui, il y a plusieurs étalons et même dans les musées de province, il y avait un métrologue qui avait parcouru la France et qui avait fait tous les musées de province, qui s'appelait Armand Machavet, et il photographiait et étudiait tous les étalons qui existaient dans les musées de province. Et le pied, il y en avait plein. Il y avait des pieds lorrains, et puis parfois chaque ville avait sa propre mesure. Oui, peut-être que vous l'aviez dit, mais la référence au système duodécimal vient d'où? Alors en fait, la référence, elle vient... l'origine, elle est romaine. D'où vient l'origine duodécimale romaine? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que c'est pas naturel d'avoir dans la mesure où l'homme est la mesure, puisqu'on a vu que l'homme, il a 10 doigts. Il n'en a pas 12. Donc, mais par contre, si on considère que c'est le pouce, quand on répète le pouce, on peut trouver un fondement duodécimal. Mais a priori, c'est pas très logique. Mais par contre, pour l'usage, la base duodécimale est plus correcte. Il en reste une trace dans le Code civil, dans la récision de la valeur d'un immeuble de plus de 7/12. Voilà, par exemple. Ouais. Oui, vous avez parlé de la mesure du temps et qu'à un moment donné, il y a eu une mesure à base 10. Et le système métrique à base 10 est imposé à peu près sur toutes les mesures, sauf dans la mesure du temps. Ouais. Et pourquoi c'est pas... et y compris d'ailleurs le calendrier républicain, qui avait un nombre de jours à base 10. Ouais. Et on est revenu à des trucs à base 60. Voilà, je comprends pas pourquoi. Ouais. Alors l'histoire du calendrier, c'est assez compliqué, mais d'abord je voudrais dire que toutes les mesures sont de base 10, sauf les mesures informatiques, qui ont jamais, c'est quelque chose un petit peu à part. Les mesures informatiques, elles n'ont jamais vraiment été intégrées dans le système international, etc. Parce que les mesures informatiques, ça marche de 2 en 2, quoi, hein. C'est 0 ou 1, donc ça c'est 2, et puis après on multiplie... selon les puissances de 2. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à part. Et la mesure du temps, dans la mesure où c'est quelque chose qui est lié à des phénomènes astronomiques, on a du mal à les caler sur un système, à la fois le jour, si on veut le diviser en 10, ça va, au lieu d'avoir 24 heures, on peut avoir 20 heures, donc 10 heures de jour, 10 heures de nuit, mais ça devient compliqué. Et ensuite, lorsque vous passez au mois, etc., pour refaire coïncider les saisons, c'est le problème de calendrier, c'est ça. Il faut que la mesure coïncide à peu près avec les saisons. Et là, par exemple, exemple vivant, c'est
c'est l'heure d'été. On ne sait pas comment la caler. Est-ce que les Français sont pour l'heure d'été d'hiver ou pour l'heure d'été, enfin 1 heure d'avance ou 2 heures d'avance sur le soleil? Donc c'est des problèmes où en fait le temps est vraiment lié au phénomène astronomique. Oui, à l'origine, est-ce qu'il y a eu des relations entre les mesures de longueur et les mesures de temps? Parce que, bon, a priori, les mesures de longueur sont à l'origine probablement associées à des mesures agronomiques, mais puis après, il y a eu le rôle de l'astronomie. Alors, comment cela s'imbriquait et quelles étaient les relations à l'origine entre les mesures de temps et comment on mesurait le temps? Parce que mesurer l'espace, c'est relativement facile, mais mesurer le temps, c'est quand même une chose beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il y avait des rapports là? Vous pouvez commenter un peu ça? Oui, alors en fait, il y a on trouve des rapports, en fait, quand j'ai montré le système piédique où le pouce se divise en 12 lignes, la ligne en 12 points, etc. Mais vous avez des systèmes, par exemple en Inde, où on remonte jusqu'à la poussière des atomes, les poussières des premiers atomes. Donc à ce moment-là, on tombe sur une unité de mesure un petit peu mythique, qui est cette mesure de distance, mais qui n'a plus la signification d'une distance à ce moment-là, puisque en fait on pourrait redescendre la même hiérarchie et dériver sur un système de poids, par exemple. Donc, entre capacité, longueur, poids, on peut comprendre que des unités très fines puissent être à l'origine de la même chose. Mais ça reste peu praticable. Et donc, c'est quelque chose d'assez théorique et ça reste dans le domaine. Très souvent dans les textes sacrés, on va trouver ça. Par contre, pour le temps, on voit mal comment des atomes ou des grains d'atomes pourraient servir d'unité. On comprend bien que quand un système se réfère à des grains de seigle ou à des grains de blé, on peut considérer que ce grain de blé, c'est à la fois, on peut les mettre bout à bout ou côte à côte pour fabriquer une longueur, ou on peut les peser pour fabriquer une masse. Donc on voit que cette unité de grain de blé, elle va avoir la même origine pour différentes mesures, mais par contre, pour le temps, c'est complètement autre chose, quoi. Et on le voit aussi dans les mesures de temps. La mesure de temps la plus simple, c'est la clepsydre, hein, c'est-à-dire qu'on prend un récipient et puis on le fait couler dans un autre et on voit le temps que ça met, quoi. Ou c'est le sablier, quoi. Le sablier que vous retournez pour faire cuire des œufs, voilà, qui vous donne une mesure du temps qui est calibrée. Mais il n'y a pas du point de vue métrologique, je ne connais pas de jonction des mesures de temps avec les autres systèmes de mesure. Longueur. Assez importante, par exemple, du temps de Galilée, qui avait étudié le mouvement de la chute des corps, et donc le mouvement uniformément accéléré, patati patata, il fallait mesurer le temps. Et l'espace, bien sûr, mais l'espace, je crois que ça ne posait pas de véritables problèmes. Mais le temps, je ne sais pas comment on le faisait à cette époque-là, et cela devait être assez bon puisqu'il a découvert les lois de l'accélération uniforme. Oui, oui, c'est exact. Mais très souvent, on ramenait le temps à des mesures de longueur, hein, parce qu'en fait, on pouvait mesurer deux corps. Par comparaison, on pouvait mesurer la chute de 2 corps. C'était des mesures de comparaison, mais on n'avait pas une mesure du temps absolu, quoi. Et comme ça, on y arrivait, quoi.
Bonjour. Moi, j'ai pas très bien compris votre remarque sur la mesure des angles, en disant qu'il y a eu peu d'études là-dessus. C'est plus sur la question, sur la technique, comment est-ce qu'on mesure un angle, ou sur la subdivision, etc. Parce que pour moi, c'est assez naturel. Enfin, c'est des quarts de cercle, contrairement à une distance qui doit... On n'a pas de référence. Sur la mesure des angles, en fait, c'est lorsqu'on va faire des mesures de terrain, c'est là où l'angle va être important, parce que si vous êtes, si vos deux points entre lesquels vous mesurez sont à la même hauteur, ça va aller, vous allez avoir une droite, mais s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, si vous ne connaissez pas l'angle, vous allez créer une mesure qui est fausse. D'accord. Après, sur le papier, rapporteur, etc., on y arrive assez facilement, mais pour faire ces ajustements de mesure de hauteur, justement, les gens ont mis des lunettes astronomiques, sur des rapporteurs, en gros, quoi, pour être sûr que les points sont à la même hauteur. Ça est clair? Non. Oui, donc en fait, c'est une question d'instrument et de technique de mesure plus que de mesure en elle-même. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et toute la question de la méridienne, c'est une question de technique de mesure, hein, plus que de la mesure elle-même, quoi. Ouais. C'est un instrument de mesure avec un organe de visée, ouais, et qui se cale sur l'horizontale. Donc il faut définir d'abord l'horizon. Ouais. On a l'horizon, puis on peut calculer comme ça des angles même très lointains entre deux points élevés qui servent de repère avec des mires. Ouais, des points géodésiques, d'ailleurs ce sont les points géodésiques à l'origine. Et il faut un théodolite, quoi, qui est aussi un instrument assez élaboré. Tout à fait, oui. Sur les angles. Les premières choses qui ont été faites, c'est de coller une lunette sur un système angulaire, quoi. Et par ailleurs, les ajustements instrumentaux sont aussi portés sur la diminution des incertitudes de mesure. C'est ce qui a permis la précision élevée de la mesure de Delambre et Méchain. C'est l'invention d'un appareil qui permettait de répéter plusieurs fois la mesure pour la moyenner et réduire l'incertitude de mesure. Donc c'est aussi à ce titre-là que les développements instrumentaux ont été importants. Oui, je comprends ça pour les mesures astronomiques, mais pour les mesures purement terrestres, quel est l'intérêt d'arriver à des précisions inférieures au millième de millimètre, par exemple, voire les nanosecondes, etc. Est-ce que... Alors après, ça, tout dépend de l'échelle dans laquelle on travaille. Si c'est l'échelle dans laquelle on vit, on n'a pas besoin de savoir quel est le nombre de nanomètres que fait ma feuille de papier. Et même d'ailleurs, bon, maintenant tout le monde sait que c'est du 21, 29,7, mais il y a aussi de la mesure, ce qu'on appelle la mesure de compte, quoi. C'est-à-dire c'est du A4. C'est du A4, du A3, du A2, c'est pas véritablement des mesures, ça, non plus, mais c'est quelque chose qui est quand même calibré. Hein. C'est des normes, ouais. Mais c'est un peu plus que des normes, parce qu'il y a aussi cet enchaînement A4, A3, A2, qui fait que c'est comme des unités de mesure qui ont un rapport les unes entre elles. Voilà, mais bon, nanomètre ou voilà, si pour certains produits, ça peut être intéressant de travailler dans cette échelle-là, mais c'est sûr que voilà, c'est. Il y a les caméras. Je me suis fait la réflexion, je ne sais pas vraiment si c'est une question, mais je me dis que oula, ça marche plus. Qu'en fait, à la limite, je vais même pousser la question plus loin, mais on n'est pas à 10 cm. À 10 cm près, quoi. Si on veut construire une maison, on se met une unité de mesure à la base, puis on fait juste des proportions, genre je mets 5 fois cette unité de mesure pour mon mur, 3 fois ici, ça passe. Et du coup, je me dis que ce qui est intéressant dans le fait du nouveau système international, c'est de pouvoir communiquer les mesures qu'on fait, et dans la démarche scientifique, je trouve que du coup, ça devient très intéressant à ce titre, et c'est en ça, je pense que c'est important d'avoir de la nanoseconde et du nanomillimètre.
pour la science, quoi, plus que pour la pratique. Parce qu'on a réussi à construire des églises super badass sans avoir des unités de mesure ultra standardisées partout, quoi. Après, c'est quand même, voilà, pour les acheteurs de votre appartement, s'il y a quelques mètres carrés en plus ou en moins, en sous-pente ou pas, vous voyez que ça peut créer des problèmes quand même. Donc, il vaut mieux que la mesure soit juste dans tous les cas. Oui. Mais... Ouais, à l'époque féodale, si j'ai bien compris, en fait, les mesures de longueur sont liées à des métiers. Beaucoup. Mais qui est-ce qui a besoin du temps, justement, à cette époque? Parce que par rapport au travail, je pense qu'en dehors de la journée de travail, est-ce qu'il y a des métiers qui ont besoin de quelque chose de plus précis? Alors ça, c'est une bonne question, parce que je sais pas très bien y répondre. Mais c'est vrai que voilà, le temps, c'est un calibrage qu'on va trouver dans les riches heures du duc de Berry ou je ne sais quoi, des livres où en fait la journée est découpée selon un temps, mais ce temps, à la limite, les paysans qui travaillent dans les champs sont assez éloignés de la mesure de ce temps. Par contre, c'est sûr que la force de travail, l'ensemencement qu'ils vont produire et la surface qu'ils vont labourer, ça compte beaucoup plus pour eux, c'est certain. Mais pour la navigation aussi, pour pouvoir se repérer en mer, c'est ça qui a accéléré le développement des chronomètres et des horloges. C'est le grand besoin de mesure de temps dès des âges très lointains. Ouais. Voilà, donc il y a les marins, c'est vrai. Ouais. Oui, l'idée classique pour définir les étalons, c'était d'avoir des objets dont la précision était plus grande que celle du plus précis des instruments de mesure disponibles à l'époque. Ouais. Et puis donc on a toujours une limite parce que les instruments de mesure se perfectionnent de plus en plus, ouais. Les talons devenaient dépassés. Alors en revanche, avec le nouveau système, toutes les unités sont définies par rapport à des constantes physiques. Mais la constante physique, elle est elle-même mesurée. La constante de Planck, par exemple, elle vaut je ne sais plus combien, sa dimension m'échappe, d'ailleurs je ne me rappelle plus exactement quelle est la dimension, mais si on affine la valeur de la constante de Planck, on arrive à la mesurer avec plus, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de décimales actuellement, peut-être, de constante de Planck. Si on arrive à l'affiner, à ce moment-là, la définition du kilogramme, par exemple, va changer. Alors comment est-ce qu'on peut stabiliser de manière absolue la valeur d'une unité, si la constante elle-même, ouais, à laquelle elle se réfère, peut changer de mesure. En fait, on va pas la stabiliser, mais la définition, c'est là où elle est un petit peu ambiguë, parce qu'elle se réfère simplement à la constante. Après, il y a la question de la mesure de cette constante. Et évidemment que... mais la question de la mesure de cette constante ne va faire qu'améliorer la précision. Et ça ne va jamais remettre en cause la définition qu'on en a. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le fait de caler les unités de mesure par rapport à ces constantes. Et si on changeait de système, parce que nous, on a une physique dans notre système actuel qui est régie par ces constantes. D'ailleurs, peut-être sont-elles pas constantes? C'est peut-être une hypothèse aussi qui a été envisagée, mais qui semble pas correcte aujourd'hui. En tout cas, la physique dans notre univers, c'est ces constantes-là, mais si un jour on croise des martiens, peut-être qu'eux, ils ont d'autres constantes, et ils auront aussi une autre physique, et voilà. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que on a quand même quelque chose qui est
suffisamment large et suffisamment universel pour définir nos unités. Après, on améliorera la précision et c'est tant mieux, quoi. Et il me semble que le problème, c'est de savoir si effectivement les constantes physiques sont constantes ou non. Si on accepte qu'elles sont constantes, à ce moment-là, la définition est parfaite. Autre chose, c'est que on évoquait là, c'est comment mesure-t-on l'approximation à cette chose-là qui a été définie. La définition en tant que telle me semble parfaitement correcte et intouchable. Si c'est vraiment une constante, par définition. Donc le problème est comment, mais ça se passe toujours, hein, si j'ai un mètre à la maison et j'arrive avec un tissu, je le mets, il y a une certaine approximation, je ne sais pas exactement s'il y a 1 millimètre de plus ou de moins, hein, ça c'est autre chose. Mais la définition en tant que telle, elle est donnée. C'est comme ça que je vois la chose. Non, premièrement, sur les constantes, aujourd'hui, on n'est pas capable de démontrer que toutes ces constantes sont constantes, mais en tout cas, on a tout intérêt à parier qu'elles sont constantes. Et la plupart des hypothèses, ça a été surtout le cas pour la question de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, il y a des gens qui ont dit qu'elle n'est pas constante. Et ils ont essayé de dériver cette constante de la lumière par rapport au temps et d'essayer de montrer que cette dérivée n'est pas nulle. Et en fait, tous les modèles qu'ils ont créés n'ont jamais abouti. Donc je pense que la question de la constance, même si elle n'est pas complètement résolue, elle est, je dirais, naturelle. Après, sur la question de la précision, ça c'est très lié à des problèmes technologiques et on voit bien qu'au fil des années, eh bien, on a eu différentes techniques de mesure. Et aujourd'hui, quand on voit le dispositif qu'il faut pour le kilogramme, avec des systèmes de refroidissement, etc. Enfin, Simon pourra en parler mieux que moi. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui, peut-être dans 10 ans, on aura de nouvelles techniques pour... voilà. L'important, il n'est pas tellement dans le fait que finalement, on n'a pas une mesure universelle de ces constantes. L'important, il est que toutes les mesures que font les physiciens sont suffisamment... que toutes les mesures qu'ils font sont valables. Voilà, elles sont valables parce que on n'a pas un système qui va porter en défaut ces mesures. Alors qu'avec un mètre à étalon, si la mesure qu'on fait par ailleurs est plus précise que l'étalon, rien ne va plus, quoi. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Et là, avec ces constantes, on y arrive. Il m'avait semblé que la définition de la seconde, c'était le nombre de vibrations d'un atome d'hydrogène. Je ne sais plus combien de vibrations. Oui, c'est césium. Comment ? De césium 133, ouais. Et je veux dire, ça... voilà, quoi. Je veux dire, c'est tant de vibrations, point à la ligne. Oui, c'est tant de vibrations, mais... Césium 133, il ne bouge pas, lui. Mais si vous vous retrouvez tout seul et que vous devez caler votre horloge ou votre montre et qu'on vous dit, il y a un petit génie qui vous dit que c'est la transition de 2P10 à je ne sais quelle couche pour avoir la définition de cette vibration, pratiquement ça sert pas, quoi. Oui, non, pratiquement, j'entends bien, mais je veux dire, on a quand même quelque chose de sérieux, voilà. On a une base je dirais, oui. réelle. Heureusement. Heureusement, oui, non, mais parce que on a un étalon qui est un vrai étalon. Oui, on ne sait pas, on sait pas le. Mais je vais reprendre le titre d'un livre que j'ai traduit de l'anglais. Il faut bien se rendre compte que tout ça, toute mesure réelle, j'entends bien, elle est probablement approximativement correcte. Oui. Seulement probablement approximativement correct. Tout le problème, c'est de savoir, pour arriver à une grande précision, il faut faire beaucoup de mesures. Et faire le Moyen-Âge, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est sûr que, bon, voilà, ça c'est
question de traitement de la mesure du point de vue statistique. Voilà, on ne peut pas se contenter d'une mesure. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la mesure en informatique, système binaire, ok. Il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés d'Afrique noire qui, il y a plusieurs milliers d'années, utilisaient le système binaire. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait, même on le voit dans tous les systèmes africains, le système binaire, pour la mesure des masses, est fondamental. Voilà, sur les mesures de masse. Ouais, c'est fondamental. Tout à fait. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'hôpital des 15-20 s'appelle l'hôpital des 15-20 ? Je sais pas, mais je crois que j'ai su ça. Je l'ai croisé 15-20. Non, mais peut-être, mais ça me dit rien cette histoire de lit. C'était pour les aveugles. Ouais. 300 lits, donc 15-20. Ouais. Et l'expression traduit le fait qu'autrefois on comptait par 20, même manière qui a disparu aujourd'hui, sauf pour dire 80. C'est tout. Ouais. On ne dit pas octante, on dit 80. Ouais, voilà, donc 300 lits, 15-20. 15-20, oui, oui. Je pense que c'est des vestiges de... Parce que dans la numération, il y a aussi des vestiges de la base vigésimale. Ouais. Ouais, 80, 70, non pas 70, 80, ouais, 90. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Sinon, on va pouvoir remercier encore beaucoup Franck Jedrzejewski pour sa participation.